Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Lucie Joly, psychiatre, praticien hospitalier à Sorbonne Université AP-HP, responsable de la psychiatrie adulte périnatale à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et le docteur Hugo Botman, psychiatre également, chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne Université. Avec Léa, ils vont nous éclairer sur les recherches récentes autour des neurosciences périnatales. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler psychiatrie périnatale et plus précisément des neurosciences périnatales. C'est une neuroscience qui nous permettent d'expliquer et de mieux comprendre certains phénomènes en relation avec la grossesse. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychiatrie périnatale ? Alors, Léa, la psychiatrie périnatale, c'est une spécialité en pleine émergence depuis plusieurs années, à l'interface entre la psychiatrie, la psychologie, l'obstétrique et la pédiatrie. Et elle est encore peu connue en France, après avoir été longtemps exercée par les pédopsychiatres. Elle se développe maintenant par la psychiatrie adulte et les neurosciences périnatales. Et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des mères et de leurs nourrissons. Et on voit que le chemin est encore long à parcourir, parce qu'on voit par exemple qu'une femme sur 4 qui a accouché fera une dépression du postpartum. Et seulement 25% de ces femmes vont accéder à des soins spécialisés. Donc les neurosciences périnatales, elles vont nous permettre d'expliquer, de mieux comprendre la grossesse, mais aussi d'autres mystères comme le déni de grossesse, le syndrome du bébé fantôme ou encore la dépression du postpartum, et notamment avec une notion qui est au cœur de nos recherches sur Sorbonne Université avec le docteur Hugo Botman, c'est l'interoception maternelle. L'interoception maternelle, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc l'interoception maternelle, en fait, l'interoception, c'est un terme en neurosciences qui décrit les perceptions qu'on a de l'intérieur du corps. C'est-à-dire tout le monde, on a des perceptions de nos battements cardiaques, notre respiration, de nos muscles, de l'ensemble de nos organes. Et ces perceptions, elles sont très importantes. La plupart du temps, elles sont implicites, elles sont inconscientes. Puis parfois, on a une conscience de ces perceptions, typiquement quand on fait du sport, qu'on a le cœur qui s'accélère, quand on est stressé et qu'on sent aussi soit sa respiration, soit ses muscles. L'interoception pendant la grossesse, elle est très bouleversée parce que finalement, le corps de la femme se transforme, sa physiologie, sa morphologie se transforme, et la perception que le cerveau se fait de tous ces signaux sensoriels qui viennent du corps, eh ben, elle est bouleversée par tous ces changements. Il y a une nécessaire adaptation en fait du cerveau à tous ces changements qui viennent du corps. Cette adaptation, quand elle se fait mal ou quand elle n'est pas tout à fait optimale, eh ben, il peut y avoir des espèces de petites perturbations de l'interoception. Donc typiquement, c'est des femmes qui vont avoir des perceptions liées à la grossesse soit inquiétantes, soit douloureuses, soit particulièrement dérangeantes, ou au contraire qui vont avoir une absence de perception de grossesse. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans le déni de grossesse, avec des femmes qui n'ont pas du tout de perception habituelle des signes de la grossesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, avec un axe qui est un axe assez peu psychologique, même si bien sûr l'interoception est reliée aux pensées, à la façon dont on a de percevoir aussi le monde autour de soi. Mais finalement, ça fait sortir de la psychologie pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus corporel dans la compréhension de ces mécanismes. Très bien, et de ce fait, vous axez votre recherche là-dessus. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme clé aux gynécologues obstétriciens pour mieux prendre en charge ces patientes-là ? Très souvent, déjà, comme disait Lucie, la psychiatrie périnatale était beaucoup basée sur la relation mère-enfant, alors quelque chose qui se tisse pendant la grossesse, mais beaucoup avec un accent très fort sur le postpartum. Et finalement, dans la psychiatrie périnatale, très souvent, la mère et ses perceptions corporelles dont on a parlé étaient un peu mis de côté, ou en tout cas étaient vues uniquement d'un point de vue de la technicité médicale, de la technicité obstétricale par exemple, où le corps de la femme est au cœur de la technicité obstétricale, mais pas forcément au cœur de la psychiatrie et pas forcément au cœur de la psychologie périnatale. Donc l'idée, c'était aussi de revenir un peu sur l'importance de ces sensations, de ces perceptions pendant la grossesse et puis après, parce que bien sûr ça peut continuer après, et pour en faire quelque chose qui puisse être utile aussi pour les obstétriciens. On sait typiquement que la perception des mouvements du fœtus, c'est quelque chose que les obstétriciens et les sages-femmes font très attention. On sait que c'est un proxy pour la viabilité fœtale, à la fois quand il y a une perception qui est assez régulière et puis
il n'y a pas d'excès ou d'hypoperception de ces mouvements fœtaux. Mais en fait, en neurosciences périnatales, on sait désormais aussi que cette perception des mouvements fœtaux, elle est extrêmement variable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande part de ces perceptions ressenties par la mère de mouvements du fœtus qui est totalement hallucinée, qui n'est pas liée à des mouvements réels. Et puis, il y a une grande part des mouvements réels qui ne sont pas du tout ressentis par la mère. C'est-à-dire qu'en fait, la perception spontanée que la mère va faire, celle qu'elle va pouvoir nous décrire, qu'elle va pouvoir décrire au cours d'un examen médical, ben, en fait, cette perception, elle est très, très aléatoire et elle dépend beaucoup de facteurs qui sont liés quand même au cerveau et pas forcément uniquement au fœtus. Donc ça, c'est un élément important déjà quand on utilise les techniques de comptage des mouvements fœtaux, qui est une technique qui est quand même utilisée encore dans de nombreux pays pour la viabilité fœtale. Mais en fait, il faut toujours garder en tête que ces techniques de comptage, elles sont extrêmement aléatoires et elles sont très dépendantes de cette variabilité qui est intrinsèque à la fois aux grossesses et puis aux différentes mères. Et donc dans le déni de grossesse, c'est vraiment une inhibition complète de ce ressenti des mouvements et du changement corporel finalement? Alors, dans le déni de grossesse, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait, on sait que notre sensation d'être soi-même, par exemple, typiquement, ce qu'on appelle l'ipséité corporelle, la sensation d'être en possession de son propre corps, est quelque chose qui nous définit un peu comme personne. C'est-à-dire, je sais que j'ai en possession de mes mains, que je suis en possession de mes jambes, de mes bras, ça me définit en tant qu'unité. Et ben, ce truc-là, c'est quelque chose qui dépend beaucoup de l'interoception. C'est-à-dire que quand on perturbe un peu l'interoception, la façon dont le cerveau encode les signaux qui viennent du corps, et ben, on sait plus très bien qui on est. C'est quelque chose qu'on voit par exemple dans la dissociation. Quand on a un syndrome de stress post-traumatique ou un syndrome aigu de stress, typiquement après un accouchement traumatique, ben, on peut avoir une dissociation, une sensation de sortir de son corps, de flotter au-dessus de son corps, qui est due en fait à cette perturbation des prédictions interoceptives. Bien, on sait que dans le déni de grossesse, il y a probablement des défauts justement de la capacité du cerveau à prédire ce qui est en train de se passer dans la grossesse, et puis de la capacité du corps à envoyer les bons signaux au cerveau. C'est un peu comme si le corps finalement mentait au cerveau dans le déni de grossesse, avec une absence d'intégration de toutes les informations sensorielles qui normalement devraient faire émerger chez la mère la croyance et la perception qu'elle est enceinte. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, malheureusement, qui est très difficile à étudier parce que ce qui définit le déni de grossesse, c'est l'absence de connaissance de la grossesse pour la mère. Et donc, à partir du moment où la mère sait qu'elle est enceinte et qu'elle peut être accessible à des techniques typiquement neuroscientifiques, d'imagerie ou d'électroencéphalographie, et ben, elle sait qu'elle est enceinte, donc il n'y a plus le déni. Donc, le déni de grossesse, c'est typiquement une pathologie pour laquelle on arrive trop tard par rapport au diagnostic. Et à contrario, il existe aussi les mouvements fantômes. Docteur Joly, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, le syndrome du bébé fantôme, en fait, c'est lorsque la mère ressent des mouvements similaires à ceux d'un fœtus dans son ventre, alors qu'elle n'est pas enceinte, ou qu'elle n'est plus enceinte. Ces mouvements fantômes, en fait, ils ressemblent à ceux d'un bébé, comme des coups de pied ou de l'étirement, mais ce sont pas les signes d'une grossesse. Donc, il se passe quelque chose d'important au niveau de la communication entre le corps et le cerveau, et au niveau du cortex sensoriel. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en 2021 en Australie, où en fait 40% des 197 femmes interrogées lors de l'étude avaient des mouvements fœtaux fantômes après un accouchement, et parfois même 28 ans après l'accouchement. Donc, c'est vrai que ces chiffres nous ont interpellés. Nous, dans notre pratique quotidienne, maintenant, on pose la question, et c'est vrai qu'on est assez étonnés. Et en fait, ces femmes, elles osent pas en parler parce qu'elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Elles font plusieurs tests de grossesse pour s'assurer qu'elles sont pas enceintes. Ils sont négatifs. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un phénomène qui est pathologique, mais finalement, c'est des difficultés dans la mise à jour des prédictions interoceptives après l'accouchement. Et ça peut être très, très douloureux parce que dans les contextes de mort fœtale in utero, la perception de ces mouvements fœtaux, c'est assez terrible. Et donc, ça peut favoriser des troubles dépressifs, anxieux. Et donc, il faut vraiment être vigilant. Il faut sensibiliser les gynécologues, obstétriciens et les sages-femmes à ce syndrome qui peut être prédicteur d'un épisode dépressif, voilà. Et c'est un peu le même mécanisme finalement que les membres fantômes après une amputation. C'est vrai qu'on est allé un peu vite au début, on n'a pas posé un peu les bases qui sont importantes pour tout ce qu'on est en train de se dire là. C'est qu'en fait, donc, tous ces travaux là dont on parle
sont basées sur les découvertes récentes en neurosciences qui ont montré qu'en fait, le cerveau c'est pas juste un récepteur de l'ensemble des informations sensorielles qui viennent du monde, de la vision, de l'audition, de l'olfaction et du corps, mais c'est plutôt un prédicteur. C'est en fait une sorte de machine prédictive qui, à tout moment, essaye de prédire tout ce qui est en train de se passer sur le plan statistique probabiliste dans le monde et à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'à tout moment, votre cerveau est en train de se demander à quel rythme bat votre cœur, comment va se mettre en place votre respiration, quel est le niveau d'étirement de chacun des muscles qui composent votre organisme. Et en fait, ces prédictions, à tout moment, elles sont comparées aux entrées sensorielles, à tout ce qui vient vraiment de ces organes sensoriels et tout ce qui est transmis par toutes les afférences sensorielles. Et c'est cette comparaison entre vos prédictions et la réalité sensorielle qui en fait fait la perception. Donc en fait, votre perception, c'est à tout moment une sorte de duel entre ce que votre cerveau imagine du monde et la réalité perceptive que vos organes sensoriels lui transmettent. Et le problème, c'est que cette perception, ce duel entre ce qui est prédit et ce qui est réel, eh ben, ça peut varier. Parce que bien sûr, à un certain moment, votre cerveau va prédire beaucoup de choses. À un moment, il va rien prédire du tout. Et puis pour certaines personnes, eh ben, les afférences sensorielles peuvent être un peu modifiées. Et typiquement, quand on a une DMLA ou quand on a une neuropathie diabétique, bah, c'est un peu modifié ces afférences sensorielles. Et donc, pendant la grossesse, eh bien, cette espèce de duel entre prédiction et sensorialité est un peu déplacé aussi. Parce qu'avec tous ces changements qui sont liés à la grossesse, eh bien, le cerveau, c'est parfois plus vraiment trop comment s'y prendre. Il met un certain temps quand même à s'adapter, à s'harmoniser progressivement entre ce qui vient du fœtus, ce qui vient du corps, ce qui est lié à l'utérus, ce qui est lié au mouvement des viscères. Et tout ça, ça peut être assez compliqué. Ce qui fait que typiquement, quand on parle des mouvements fœtaux, il y a un grand nombre en fait de trucs qui sont liés au péristatisme intestinal qui vont être perçus par la femme comme des mouvements fœtaux. Et en postpartum, un grand nombre des mouvements fœtaux fantômes, c'est-à-dire la sensation qu'ont les femmes d'avoir un bébé qui est en train de bouger dans leur ventre en l'absence de grossesse, mais en fait, c'est dû à une mauvaise intégration de mouvements aussi viscéraux, de quelque chose qui est très lié aux viscères. Évidemment, vos viscères se déplacent un petit peu, mais le cerveau, comme il a ses prédictions anciennes qui sont restées sur la présence d'un fœtus, et bien, tout de suite, il va driver cette perception en se disant mais c'est un fœtus, et on va avoir une sensation, une phénoménologie d'un fœtus qui est en train de bouger dans le ventre. Ça, c'est assez important, mais il faut aussi se dire que parfois, ça peut être totalement halluciné. C'est-à-dire que le simple fait de prédire quelque chose, ça peut faire qu'on le ressent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les pathologies psychiatriques. Nous, on le voit énormément. Typiquement, les hallucinations, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Typiquement, si vous passez devant votre boulangerie habituelle, mais en fait, elle est fermée, vous n'êtes pas rendu compte qu'elle est fermée, vous sentez l'odeur du pain frais, alors qu'en fait, la boulangerie est fermée, il n'y a aucun pain frais dans la rue. Ça, c'est vraiment dû à cet effet des prédictions cérébrales sur la sensorialité. Pendant la grossesse, c'est pareil. S'attendre, par exemple, de façon très très forte à la présence de mouvements du fœtus, ça peut nous faire percevoir des mouvements du fœtus en l'absence de mouvements réels. Et lors de nos échanges, vous m'avez parlé de pseudothiésis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le pseudothiésis ou la pseudothièse, ce qu'on appelle aussi la grossesse fantôme, c'est un phénomène assez intriguant, c'est un espèce de mystère quand même en psychiatrie périnatale, où en fait la femme va être persuadée d'être enceinte et va avoir tous les signaux gravidiques, typiquement le ventre qui s'arrondit, qui grossit, parfois avec un gonflement qui est suivi d'une grossesse au 3e trimestre, un gonflement mammaire, il peut y avoir aussi du lait, un engorgement de lait, il peut y avoir la sensation de mouvements fœtaux, il peut y avoir des lourdeurs, des nausées, vraiment tous les signaux gravidiques, en l'absence, bien sûr, de fœtus et en l'absence de grossesse réelle. Alors ça, c'est un phénomène qui est tellement intriguant pour le coup, on peut étudier par rapport à une grossesse. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très souvent des modifications hormonales et typiquement les hormones de la grossesse qui peuvent être augmentées. Et c'est probablement aussi pour le cerveau une façon finalement d'interpréter cette augmentation des hormones et se dire s'il y a cette augmentation par exemple de la progestérone, des œstrogènes, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et la seule réponse possible, c'est peut-être qu'il y a une grossesse, avec une espèce de modification aussi de ces prédictions qui influent sur la motricité, sur la motricité abdominale, typiquement les muscles abdominaux qui vont du coup se détendre pour répondre à ces prédictions. Donc il y a une espèce d'engagement entier du cerveau et du corps dans cette croyance un peu folle qu'il y a une grossesse, qu'il y a un bébé qui est en train de grossir dans le ventre, alors qu'en fait, il n'y a aucun bébé dans le ventre. Alors, c'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'en général, le médecin de famille, le compagnon, la famille, enfin, tous les proches sont persuadés que la femme est enceinte, la femme aussi. Et en fait, quand on fait l'échographie, donc les bêta-HCG sont négatifs. Quand on fait l'échographie, il n'y a rien, bien sûr, dans l'utérus. Donc, c'est un syndrome qui est assez étonnant, qui est un peu en miroir du déni de grossesse. C'est un peu vraiment le syndrome miroir. Et est-ce qu'il existe des facteurs de risque de ces phénomènes dont vous nous avez parlé ? Alors, sur le déni de grossesse, il y a pas mal de revues qui ont été faites, mais on en a fait une il n'y a pas très longtemps avec Lucie
et l'une de nos étudiantes, Marine Ballerini, qui a fait sa thèse sur ça. Alors, il y a des facteurs de risque, mais le problème des unigrossesses, c'est que malheureusement, encore une fois, on accède trop tard au moment du diagnostic, et les études sont pas très claires. C'est à chaque fois c'est sur des petits échantillons, donc le niveau de preuve de ces études et des revues qui ont déjà été faites sur les unigrossesses sont très faibles. Toutefois, ce qu'on retrouve, c'est en général soit un âge très jeune, soit élevé, donc les deux extrêmes, plutôt des patientes qui vont être en surpoids. On sait que le surpoids, l'obésité va être un facteur de risque. Des facteurs sociodémographiques, les patientes qui sont en précarité sociale, pour lesquelles il y a une situation conjugale compliquée avec une ambivalence possible sur cette grossesse, ça peut jouer. Et puis, on retrouve des patientes parfois, et très souvent même, pour lesquelles il n'y a aucun facteur de risque classique retrouvé, des patientes qui n'ont pas du tout de facteurs précipitants et qui pourtant font une grossesse. On sait que certaines pathologies neurologiques, typiquement des pathologies qui vont modifier la perception des entrées sensorielles corporelles, peuvent aussi être un facteur de risque. Pour la pseudocièse, on a une étudiante qui est en thèse en ce moment, qui travaille sur ça, qui s'appelle Marie Thibon. On a très peu, il n'y a aucune revue qui a jamais été faite sur le sujet. Il y a très peu d'infos et encore une fois très peu d'études bien menées, donc un niveau de preuve très faible aussi pour la pseudocièse. Beaucoup de case reports en fait qui décrivent ces cas-là, mais assez peu d'études de cohortes bien faites. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos internes de gynéco-obstétrique ou aux médecins qui nous écoutent ? Un message déjà important, quelque chose d'assez simple, c'est de faire attention à ce qui se passe en termes de ces sensations très subjectives, de la phénoménologie pour la patiente de la grossesse, cette phénoménologie très corporelle. Parce qu'on s'intéresse beaucoup à sa psyché, à ses pensées, à son positionnement par rapport au fœtus en termes très psychologiques, très cognitifs, très affectifs. Et finalement, parfois, on passe à côté de tout ce qui peut se passer sur le plan corporel, alors que c'est un proxy de choses beaucoup plus implicites, de choses qui viennent pas forcément à la conscience. Et typiquement, on sait que l'attachement d'une mère pour son fœtus, puis pour son nourrisson futur, elle passe aussi par quelque chose qui est beaucoup lié à l'interoception, qui est beaucoup lié à cette harmonisation progressive entre les prédictions que se fait le cerveau sur ce qui est en train de se passer dans le corps, et puis ce que le fœtus envoie comme information à la mère. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'important, je pense, pour tous les praticiens en périnatalité, c'est de se dire qu'il y a quand même une importance de ce corps féminin, en transformation, de cette morphologie qui est bouleversée par la grossesse. Et c'est des questions qu'on peut poser un peu aux femmes. Qu'est-ce que vous ressentez ? Pour vous, qu'est-ce que ça a comme sens, ces sensations ? Est-ce qu'après l'accouchement, vous continuez à ressentir des mouvements fœtaux ? C'est des choses importantes. Et quand elles continuent à les percevoir, les rassurer par rapport à cet événement en tout cas. Ça, c'est très important. Comme disait Lucie, c'est pas du tout un phénomène pathologique. Il y a le syndrome du bébé fantôme. Alors, on fait une étude là, à Sorbonne Université, on a là 1500 répondants à peu près, donc, qui est sur la façon dont les femmes, dans la population générale, qui ont déjà accouché, perçoivent justement ces mouvements fœtaux postpartum. Et on retrouve des chiffres à peu près similaires. C'est-à-dire qu'un tiers des femmes ont des perceptions fantômes qui persistent après l'accouchement, parfois plusieurs années après l'accouchement. Chez certaines de ces femmes, la plupart du temps, ces femmes n'ont jamais parlé parce que personne ne leur a posé la question avant et elles n'ont jamais osé en parler à leur obstétricien, à leurs compagnons, à leurs amis, en se disant « Ouh là là, c'est bizarre cette pensée que j'ai eue, il faut surtout pas que j'en parle, sinon on va me prendre pour une folle, on va se dire qu'est-ce que tu penses, etc. » Et pourtant, c'est extrêmement fréquent et ça n'a rien ni de pathologique, ni de honteux, ni de grave. C'est juste une persistance des prédictions interoceptives cérébrales. Moi, le message que j'aimerais donner, c'est qu'il faut changer un peu l'image de la psychiatrie, en donner une vision plus moderne, et voilà, pour que les patientes puissent plus s'autoriser à verbaliser leurs difficultés auprès des praticiens en périnatalité, parce que plus on prend en charge ces difficultés tôt, et plus finalement c'est facile de les traiter. Et ce qui est une prévention finalement de la femme, ça va être aussi une prévention pour le bébé, parce que en postpartum, voilà, une femme qui fait une dépression, et ben ça aura potentiellement un impact aussi sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Donc le message, c'est la prévention et ouvrir la porte et changer l'image de la psychiatrie en général. Merci beaucoup. Pour en savoir plus sur les neurosciences prénatales, je vous invite à lire le livre des docteurs Joly et Botman intitulé « Dans le cerveau des mamans, la maternité, l'amour et le baby blues expliqués par les neurosciences ». Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.